Good Morning Business. Business Plan. À 7h44, on revient sur la situation de nos nappes phréatiques, la situation de l'eau en France. Certes, les fortes chaleurs inquiètent en Europe. Christian Huyghe, vous êtes directeur scientifique agriculture à l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement. Cette année, particulièrement 2023, est peut-être un peu moins inquiétante que 2022. La situation est plus contrastée, mais c'est l'avenir qu'il faut prévoir aujourd'hui. Effectivement, vous avez raison. L'année 2022, en fait, en sécheresse de surface, elle n'est pas exceptionnelle, hormis quelques départements où il fait très très chaud. Et en fait, on a une forme de confusion entre la température et la sécheresse. C'est pas la même chose. Par contre, ce qui est généralisé à l'échelle de la France, c'est une sécheresse hydrologique, c'est-à-dire les nappes phréatiques sont basses. Et c'est pour l'essentiel lié au fait qu'il y a eu relativement peu de pluie durant l'hiver et l'automne, enfin l'automne dernier et l'hiver, et donc qu'il y a eu peu de recharge des nappes phréatiques. Voilà, c'est ça la question. Et la question, elle n'est pas cette année. La question, elle est la trajectoire à long terme liée au changement climatique qui, là, a comme incidence d'augmenter les températures moyennes et donc l'évapotranspiration. Les plantes perdent plus d'eau pour assurer la même croissance. Une modification des régimes de pluie. Normalement, il devrait pleuvoir un peu plus en automne et un peu moins en été. Et puis surtout, une augmentation, et c'est là qu'on a des difficultés, une augmentation des variations interannuelles, c'est-à-dire des années beaucoup plus sèches et des années beaucoup plus humides. Et donc la question que l'on a, c'est à la fois de faire évoluer les systèmes agricoles et alimentaires en tendance moyenne et de les rendre beaucoup plus résilients. Comment encaisser en fait des très grandes variations d'une année sur l'autre? C'est vrai pour les productions végétales, il ne faut jamais oublier que derrière les productions animales, et les productions animales, vous êtes obligé de nourrir les animaux tous les jours. Et donc c'est avec du fourrage pour les herbivores, avec des grains pour les omnivores et les granivores. Et donc la question, elle est comment on arrive à avoir une adaptation en moyenne et une capacité à encaisser. Comment est-ce que le monde agricole va s'adapter à la fois pour l'irrigation, pour les variétés, les espèces qu'on va cultiver, mais aussi l'eau qu'on va utiliser? Alors, en fonction en fait, de l'intensité de la déformation, donc au fil du temps, au début on peut s'adapter en fait uniquement en étant plus efficient. Un peu plus loin quand la temps de déformation devient un peu plus grande. Je vais détailler. Ça veut dire quoi? Irriguer différemment? Ça veut dire choisir des variétés dans une même espèce, des variétés qui consomment un peu moins d'eau. Il y a des petites variations, elles sont relativement faibles, mais elles existent. Par exemple, des variétés qui vont fleurir un peu plus tôt et donc dont le cycle va être légèrement décalé pour ne pas avoir des grosses consommations en eau quand il y a peu d'eau disponible. Puis après, dans les zones qu'on irrigue déjà aujourd'hui, c'est à peu près 10% de la surface française, c'est avoir des systèmes d'irrigation plus efficaces, c'est-à-dire où on perd moins d'eau. Les pertes en eau sont assez conséquentes. Les pertes en eau potable, sur lesquelles vous avez déjà fait des reportages, on perd entre 25 et 30% de l'eau qui est injectée dans les réseaux d'eau potable qui n'arrivent pas au bout. Sur certains réseaux de distribution d'eau d'irrigation, on est à peu près au même niveau de perte. Des réseaux anciens, par exemple, ceux qui sont installés dans le sud-ouest de la France. Donc il y a des pertes. Donc il faut les rénover pour perdre ça. Et puis sur les systèmes d'irrigation qu'on utilise, en France, parce qu'on avait beaucoup d'eau disponible, on utilise des systèmes qui couvrent une énorme surface, donc des grands canons d'irrigation. C'est des systèmes qui vont très vite, plutôt très efficaces en termes de qualité de répartition. Par contre, ils perdent beaucoup d'eau par évaporation. On perd en moyenne 28% de l'eau qui est nébulisée, donc elle n'arrive jamais au sol. Et donc il faut changer ça. Ça conduit à des systèmes qui vont un peu moins vite. Et puis c'est une vraie transformation, c'est des goutteurs en fait à très très basse pression comme on peut en rencontrer aux États-Unis, en Californie, dans le Nevada, où il y a une vraie révolution là-dessus. On va revenir sur ces systèmes d'irrigation, mais ce que vous disiez juste avant, il faut changer les cultures, il faut en choisir d'autres. Ça veut dire concrètement par exemple qu'il faudrait dans l'idéal se passer du maïs. C'est un énorme changement au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agroalimentaire, c'est tout le système qu'il faut repenser. C'est tout le système, vous avez tout à fait raison, c'est tout le système qu'il faut repenser depuis l'agriculteur. Donc les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire et le consommateur. Oui. Le consommateur aussi va bouger. En fait, il faut prendre plutôt le problème dans l'autre sens. C'est si on cherche à s'adapter à 2050, c'est qu'est-ce qu'en 2050, le consommateur aura envie de consommer. Et l'expérience prouve que la consommation bouge beaucoup. Donc il faut avoir ce cheminement-là et puis faire le lien entre l'agriculteur et ce qu'il peut produire. L'innovation dans les systèmes de transformation qui sont aujourd'hui adaptés à ce qu'on produit, c'est une évidence. Et donc, il va falloir les faire évoluer. Quand vous mentionniez l'exemple du maïs, le maïs ne va pas complètement disparaître. C'est une plante qui a cette particularité d'être extrêmement efficace sur l'eau. Elle produit beaucoup de matière sèche quand on lui donne de l'eau, mais le problème, c'est qu'elle pousse dans des périodes où il y en a peu de l'eau, dans nos climats. Si vous regardez dans un énorme bassin de production qui est le Midwest américain, il pleut en été, et donc le maïs est particulièrement bien adapté. Dans notre cas, c'est un peu moins vrai, donc
quand il y aura moins d'eau disponible, il faut préparer une transition depuis le maïs vers d'autres productions qui peuvent occuper à peu près la même période culturelle, c'est-à-dire être semées au printemps et poussées durant l'été. Mais vous avez des espèces comme le sorgho, par exemple, qui sont extrêmement efficaces sur l'eau, en fait parce qu'elles produisent une matière sèche suffisante, des grains de qualité qui n'ont pas les mêmes propriétés que le maïs. Et le sorgho, en fait, a une capacité à aller extraire l'eau du sol qui est assez remarquable, l'eau et l'azote. Et donc, ça fait partie des options. Il y en a d'autres. Hein. Le tournesol, par exemple, l'année dernière, vous avez fait des reportages sur le tournesol ukrainien. Le tournesol est une plante qui peut s'adapter à ce contexte-là. Donc, il y aura ces évolutions à prévoir et l'évolution des systèmes agroalimentaires, enfin des industries agroalimentaires qui doit être en accord avec cette évolution-là. Il y a une question qui revient souvent en période de sécheresse, lorsqu'il y a des conflits dans l'utilisation de l'eau, c'est l'utilisation des eaux usées pour l'agriculture. En France, ça représente 1% de l'eau qu'on utilise, c'est 8% en Italie, 14% en Espagne, 90% en Israël. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas l'exemple de ces autres pays ? On peut suivre l'exemple. En fait, la question n'est pas de suivre l'exemple ou pas, la question elle est pourquoi on est en retard. Ou pourquoi on a ce décalage-là ? On a ce décalage-là parce que tout compte fait, on est dans un pays où il y a beaucoup d'eau. Les surfaces irriguées sont relativement limitées et les ressources en eau étaient très fortes. La question, elle est que du fait du changement climatique, il y a des ressources en eau qui vont être moins disponibles. Et c'est les grands bassins d'irrigation. Pour moi, celui qui est le plus problématique ou celui sur lequel il y aura le plus de questions, c'est tout le sud-ouest de la France, qui en fait, dont l'alimentation en eau repose sur ce qui se passe dans les Pyrénées. Et les Pyrénées, c'est le château d'eau de ce système-là. Et avec l'évolution climatique fait qu'il y aura moins de neige et donc moins de réserves en eau et donc moins d'alimentation de ce bassin-là. Sur l'autre très grand bassin, qui est tout ce qui relève des Alpes, là, la ressource restera disponible et c'est une vraie question d'aménagement. Donc, comme l'eau était disponible, il n'y avait pas beaucoup de raisons de se soucier de ces eaux usées. Ça devient effectivement un enjeu. Ça pose énormément de questions d'organisation et énormément de questions de qualité de ces eaux-là. Oui. Donc, en fait, comme tout système où vous avez à la fois de la consommation et de la production, il faut mettre en état d'équilibre. Mais une façon de réfléchir à cette question-là, c'est de passer de l'idée que l'eau est un bien privé au fait que l'eau est un bien commun qui se répartit. Et c'est vraiment ça la clé de la réflexion pour demain. Et des textes sont en préparation au gouvernement pour agencer tout cela. Merci beaucoup Christian Huyghe d'être venu nous voir sur ce sujet passionnant, directeur scientifique agriculture à l'INRAE.